Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo décryptage. On va parler aujourd'hui de la marque Uniqlo. Je serais vraiment toujours très impressionnée par comment les marques arrivent parfois à insérer des petites graines dans l'esprit des gens pour se faire passer pour quelque chose qu'elles ne sont pas. J'ai reçu quand même pas mal de messages concernant Uniqlo parce que vous y voyez une sorte d'ambivalence, c'est-à-dire que le discours, l'image que la marque renvoie, c'est pas tout à fait ce que vous trouvez quand vous faites votre petit décryptage de votre côté. Moi j'ai envie de vous dire, oui, ça me paraît normal, puisque Uniqlo, ça fait partie des exemples que je donnerai quand je dois parler de grandes marques de fast fashion. Uniqlo serait certainement dans le lot. Mais cela dit, ça c'est aussi mon interprétation de l'information que je reçois. Après tout, on l'a vu dans la précédente vidéo de décryptage, c'était sur Patagonia. Patagonia, c'est une immense entreprise, cotée en bourse, etc. Et pourtant, on a vu que c'était une entreprise qui faisait beaucoup, et depuis le début, une vraie entreprise finalement, qui apporte des solutions, même si on a vu aussi que tout n'était pas parfait sur la chaîne de production, et que de toute façon à cette échelle, fallait pas s'étonner qu'il y ait des choses qui échappent à leur vigilance. Mais Uniqlo, moi voilà, de prime abord, c'est comme ça que je la vois, mais encore une fois c'est un a priori. Il s'oppose du coup à celui de celles et ceux parmi vous qui ont vu dans Uniqlo une entreprise durable, une entreprise avec peut-être des valeurs sociales, un engagement environnemental ou que sais-je. Donc c'est le moment de plonger dedans, de voir ce qu'on ressort du discours d'Uniqlo. Juste brièvement revenir sur qu'est-ce que c'est cette entreprise. Ça appartient en fait au groupe qui s'appelle Fast Retailing. Déjà, ça sent mauvais. C'est le groupe qui détient aussi Princesse Tam Tam et Comptoir des Cotonniers. C'est un groupe qui a été fondé à la base par, comment s'appelle-t-il ? Tadashi quelque chose. Tadashi Yanai, je ne sais pas trop comment se prononce son prénom. C'est un japonais. C'est certainement l'un des hommes les plus riches et influents du Japon. Et même si le groupe Fast Retailing, il est évidemment coté en bourse, Tadashi, il a gardé un bon nombre d'actions dans l'entreprise. Il est vraiment encore décisionnaire dans le truc. Allons faire un tour sur l'Instagram de la marque. Est-ce qu'il y a quelque chose dans leur communication qui pourrait du coup faire penser qu'ils sont engagés dans une démarche un petit peu plus responsable? From Tokyo to You. Alors là, encore une fois, j'espère pour eux que ça signifie que leurs ateliers de production sont à Tokyo. Je sais d'avance que non, hein. Je sais que Tadashi, il a fait quand même pas mal au départ évoluer la mode, notamment il est connu pour le tissu selvedge du jean, qui est un tissu jean du coup, mais tissé au Japon avec une technique particulière. C'est des jeans qu'on va retrouver aujourd'hui, partout dans le monde. Le Japon, ça reste un pays qui a un vrai savoir-faire textile ancestral et qui conserve même encore aujourd'hui des vrais savoir-faire. Je sais que c'est la marque Bonne Gueule, une marque de mode masculine qui commence à faire un petit peu de mode féminine en ce moment, qui a choisi d'avoir des ateliers au Japon pour un savoir-faire, quelque chose qu'ils ont identifié comme étant une vraie expertise. Donc il y a vraiment une culture textile au Japon, donc ça pourrait en fait. From Tokyo to You, sauf que je sais très bien que l'immense majorité des ateliers de production, de la chaîne de production d'Uniqlo, se situe en Asie, et dans des pays où le coût de la vie, le coût de revient est bien moins cher qu'au Japon. En tout cas, on n'est pas sur du vert, vous voyez, il n'y a pas de naturalité à outrance, voire pas du tout, il y a un petit coin de pelouse là, mais on est quand même dans un milieu urbain, donc on n'est pas dans le... ils essaient pas en tout cas de nous donner une image un petit peu subconsciente du fait que c'est une marque... qui s'inscrit dans un univers naturel, qui prend soin de la nature et des animaux, une marque douce. Non, ils s'inscrivent vraiment dans un univers urbain qui est très affirmé. On peut pas les accuser de greenwashing sur leur compte Instagram en tout cas, puisque vraiment, il y a aucun discours qui essaye de nous atteindre de manière inconsciente. Il n'y a pas du tout. Et quand on clique sur le lien qu'ils ont mis en bio sur Instagram, on arrive sur une page de live shopping. Et alors ça, apparemment, c'est une grande tendance qui vient d'Asie. Il faudrait que j'étudie un petit peu plus le phénomène parce que j'y ai jamais été confrontée, en fait, j'ai jamais vu de live shopping. Mais dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous connaissez
si vous avez déjà vu, ce que ça vous a provoqué, si ça vous a donné envie d'acheter, enfin, en gros, quels sont les mécanismes à l'œuvre pour inciter le consommateur à acheter, mais apparemment, c'est un des nouveaux outils du marketing, et qui apparemment fonctionne plutôt bien. Donc, d'après ce que j'ai compris, mais vraiment, je n'ai jamais vu, donc là, je vous parle vraiment d'un truc qui est encore un petit peu obscur pour moi, mais apparemment, du coup, on assiste en live à alors soit le fondateur de la marque, soit un influenceur qui va présenter donc en live les produits. C'est une sorte de téléachat, en fait, un petit peu quelque part. C'est toujours intéressant, en fait, d'analyser ça, et parce que ça permet, en fait, de comprendre, bon, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que ça fonctionne sur le consommateur? Et en fait, c'est toujours la même chose, quand on arrive à saisir pourquoi ça fonctionne sur le consommateur, bah du coup ça nous fait des outils pour que ça fonctionne pas sur nous. Une fois qu'on a réussi à prendre du recul et à voir quels sont les mécanismes à l'œuvre, bah nous, on peut toujours s'en servir en fait pour désamorcer le truc quand on est face à ça. Ne pas du coup se faire dicter notre comportement et juste rester maître de notre choix. On peut voir, je sais pas, un pantalon qu'on trouve magnifique, dont on a envie, qu'on sait qu'on va l'aimer longtemps, le porter longtemps, qui en plus a l'air de qualité, fabriqué dans de bonnes conditions, etc. Mais on peut du coup avoir les outils pour résister au fait de l'acheter maintenant et juste se laisser quelques jours, quelques semaines pour se dire bah oui, je vais l'acheter parce que je juge qu'il faut qu'il rentre dans ma vie. Enfin, vous voyez, rester maître en fait de ce jugement-là. Et les outils marketing sont là pour qu'on laisse la bride à quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre, en l'occurrence le marketing, nous fasse aller où il veut. Alors nous voilà sur le site d'Uniqlo. Pas de solde apparente, hein, même si je sais très bien qu'Uniqlo fait de très grosses soldes. Je suis déjà passée devant des magasins Uniqlo, je pense que vous aussi, et notamment en période de solde. Voilà, je pense qu'on arrive très facilement au moins 50%, je pense même qu'on peut trouver plus, et d'ailleurs, il y a peut-être un onglet solde, commençons par là. Femmes, il n'y a pas l'air. Et ça déjà, ah si, mince. J'allais faire une éloge. Il y avait un onglet en ce moment qui est vraiment réservé aux soldes. Donc il y a les offres spéciales pour les membres, mais ça c'est durée limitée, attention, il faut quand même se dépêcher. Les offres limitées et prix en baisse, et les offres spéciales lot. Alors les offres limitées et prix en baisse, c'est écrit en rouge, donc j'ai cliqué là-dessus. Des chaussons en polaire à 5,90 €. Bref, ce n'est pas très cher, et si on ne peut pas tirer de conclusion d'un vêtement qui a un prix élevé, puisque la marque peut choisir d'avoir une grosse marge, donc de se positionner haut de gamme, on peut tirer des conclusions d'une marque qui propose des prix très faibles. Trop faible. C'est un feed infini, hein. Il y a énormément de produits en solde. Je pense qu'on pourrait y passer l'après-midi. Est-ce qu'il y a écrit combien il y en a? Il y en a 230. On n'est pas sur les chiffres sur lesquels on a pu tomber précédemment, hein. Ça se compte en 4 ou 5 chiffres. Donc bon, on va estimer que ça reste raisonnable. 230. On va aller voir directement, je pense, les fiches produits, histoire de nous faire un petit peu une idée des matières qu'ils utilisent, puisque Uniqlo, moi j'ai l'impression que c'est quand même ça qu'on retient chez eux, c'est le fait que c'est simple, le fait que c'est confort. Moi en tout cas voilà, c'est l'interprétation que j'en fais, hein. Simple, confort, des vêtements techniques aussi, parce que je me rappelle que ma meilleure amie, elle ne jurait que par les sous-vêtements Uniqlo, à mettre en dessous des vêtements pour avoir chaud, et peut-être aussi la durabilité, donc le fait que quand on achète un vêtement, il va nous durer longtemps. Et c'est peut-être là-dessus d'ailleurs, c'est peut-être le mot pivot du fait qu'on bascule d'un côté ou de l'autre en termes de greenwashing ou marque réellement engagée, c'est cette histoire de durabilité. Parce qu'il y a aussi ça en fait, dans le fait de proposer des vêtements qui sont simples et plutôt basiques, il y a le fait que c'est pas soumis à la tendance. Et ça, comme vous le savez, pour moi la tendance, c'est vraiment le plus gros piège que peut nous tendre la mode, c'est ce qui peut nous inciter le plus à renouveler sans arrêt notre garde-robe. Le fait en fait finalement de ne proposer que des intemporels, que des basiques, ça permet d'être complètement décorrélé de la tendance. Effectivement, ça va de pair avec un vêtement qu'on va garder longtemps, et en plus si on rajoute la qualité à ça, c'est un vêtement qu'on va garder longtemps parce qu'on va l'aimer longtemps, mais aussi
parce que ses coutures vont pas craquer, parce que le tissu va pas se détendre, etc. Donc c'est vrai que si on s'appuie là-dessus, sur la durabilité, bah Uniqlo, bon, après il faut voir tout ce qui gravite autour, hein, peut être perçu comme une marque dont l'impact est moindre, on va dire. Donc voyons déjà quel genre de matière ils utilisent. Le jean droit à 40 €. Que nous dit-il celui-ci? En quoi est-il fabriqué? 98% coton, 2% élastane. Denim stretch développé en collaboration avec l'entreprise Kayara. Ok, bon, rien de spécial, on est sur du coton conventionnel avec un petit peu d'élastane, donc pas de coton bio, mais au moins on n'essaie pas de nous enfumer avec du coton bio qui n'en est pas, hein, vous me direz. En parlant de coton, d'ailleurs, il faut savoir que l'année dernière, Uniqlo a été mis sur la liste, la fameuse liste de la honte qui répertorie les entreprises qui potentiellement feraient appel au travail forcé des Ouïghours, et Uniqlo est même un petit peu plus trempé là-dedans que les autres entreprises, puisque l'année dernière, il y a une enquête qui a été ouverte par la justice française, par le pôle crime contre l'humanité, pour ce qui a été qualifié de recel de crime contre l'humanité, et ça concerne 4 groupes de mode: Uniqlo France, Inditex, donc Zara, Bershka, Massimo Dutti, le groupe SMCP, donc Sandro, Maje, entre autres, et le chausseur de sport Skechers. Il y a une enquête qui a été lancée par la justice, donc voilà, Uniqlo, il baigne particulièrement dedans, puisqu'il y a une enquête qui a été ouverte, tous, hein, tous ceux-là, là, Inditex, Uniqlo, tous autant qu'ils sont, ils ont démenti le fait qu'ils travaillaient avec des entreprises qui utilisaient les travaux forcés des Ouïghours, mais le problème c'est qu'en fait, vous savez, c'est toujours pareil. En fait, les entreprises, on considère aujourd'hui qu'elles ne sont responsables finalement que des fournisseurs avec lesquels elles passent contrat, donc c'est-à-dire leurs fournisseurs de premier rang, l'atelier de production. Ensuite, on en a déjà parlé et on en parle quasiment à chaque vidéo décryptage, parce que l'entreprise de mode, donc là on peut se mettre à la place d'Uniqlo, parce qu'elle va demander à son atelier de confection de produire dans des délais très courts et de produire pour très peu cher, en fait ce fournisseur-là de premier rang, il va aller déléguer à un sous-traitant qui va lui permettre de pouvoir produire plus et de pouvoir produire encore moins cher, parce que les conditions de travail vont être bien moins encadrées. Et en fait, ce sous-traitant-là peut aussi aller trouver un autre sous-traitant qui peut lui permettre de répondre au prix qu'il a promis au premier fournisseur. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça fait comme ça un petit réseau de sous-traitants sur lequel la marque, donc Uniqlo en l'occurrence, mais les autres sont toutes concernées, peut se dédouaner en disant ben moi j'ai contracté avec elle, les conditions de travail sont ok, d'ailleurs on va visiter les usines très régulièrement, les process de production sont bien encadrés également, enfin nous on est réglo, après ce qu'ils font nous, on n'y peut rien. Je vous en parlais dans la vidéo sur Chine, on est en train d'essayer de faire passer des lois sur le devoir de vigilance des entreprises, donc sur le fait qu'en fait elles sont responsables de ce qui se passe sur leur chaîne de production, puisque le pouvoir, il est entre leurs mains. C'est des entreprises qui ont tous les pouvoirs sur leurs fournisseurs, en fait. Donc les fournisseurs, ils ne font que subir un petit peu leurs caprices. Évidemment, en fait, qu'ils n'ont pas passé de contrat direct avec des camps de concentration. Évidemment. Enfin, ça paraît évident. Par contre, en fait, c'est la façon dont ils mènent le business qui contribue à soutenir un système qui permet ce genre de choses. Je continue donc, je vois ce petit short en satin. Ouh 65% polyester, donc fibres synthétiques, hein, dont nous parlons très régulièrement. Les fibres synthétiques, ce sont des fibres qui sont issues de la pétrochimie. Et 35% d'élasto multiester, je n'ai jamais vu. Vraiment, là on assiste à une première pour moi. Je n'ai jamais vu cette matière textile. L'élasto multiester, je n'ai jamais vu ça. Je vais donc faire une petite recherche Google pour voir si Google en sait plus que moi. En général, c'est le cas. On est aussi sur une fibre synthétique, c'est un dérivé en fait de polyester, mais qui va avoir une fonction un petit peu plus élastique. En gros, c'est une autre matière synthétique, donc ce short en satin. Satin, en général, on pourrait s'attendre à une belle matière, une belle qualité, de la soie par exemple. Sauf que là, bah, c'est un short en satin, mais de matière synthétique. Cette combi short en jersey crêpe à imprimer femme. Ah bah tiens, on est sur du 100% élasto multiester. Ok, donc cette combi, c'est de l'élasto multiester. Attends, et ça donnerait presque envie
je sais pas, ça me donne envie de le toucher en fait. J'aimerais trop voir ce que ça donne. Si jamais vous avez dans vos tiroirs des vêtements Uniqlo avec de l'élasto multi-ester, mais dites-moi en commentaire ce que ça donne. Franchement, mais je n'ai jamais vu ça. Je suis comme une enfant qui découvre... je sais pas, qui découvre quoi d'ailleurs, un nouveau dinosaure. Ce cardigan léger. 55% tencel, tiens, ça c'est pas mal du tout. 45% d'acétate. Alors, ça veut dire que et le tencel et l'acétate, ce sont des fibres artificielles. Petit cours, fibres artificielles, ça veut dire que on a eu besoin d'abord d'un élément tiré de la nature, donc en l'occurrence et pour le tencel et pour l'acétate, ça va être du bois, et on y a ajouté, via un process de fabrication, des solvants, en l'occurrence. Pas mal d'eau aussi. L'avantage du tencel, c'est que c'est une marque déposée, ça veut dire qu'il a été fabriqué forcément par une entreprise autrichienne qui s'appelle Lenzing, et qui a déposé un brevet pour breveter ce process de fabrication du tencel, qui est en fait une sorte de viscose, sauf qu'elle est fabriquée en circuit complètement fermé, et que donc l'eau et les solvants dont on a besoin pour fabriquer ce matériau, en fait ils sont quasiment réutilisés à 100%, et plusieurs fois. Et l'acétate, c'est une autre forme de fibre artificielle qui se fabrique à partir de bois, mais en ajoutant des solvants, beaucoup d'eau, donc là encore une fois ça va dépendre de dans quel pays de fabrication c'est fait, est-ce que c'est bien encadré ou pas, est-ce que ces solvants ils vont terminer dans les eaux qui vont être utilisées par la population locale ensuite, est-ce que au contraire ça va être réutilisé, là voilà, ça dépend de beaucoup de choses, donc moi en fait je peux pas me prononcer sur l'acétate, tout ce que je peux dire c'est que c'est pas une matière qui est écologique comme ça de base, parce que ça va utiliser pas mal de produits chimiques pour être fabriqué. Et ce pull 100% mérinos extra fin, qu'est-ce qu'ils en disent? 100% laine, ok. Ce pull 100% mérinos a été confectionné à partir d'une laine de qualité supérieure et garantie sans cruauté animale, car elle est sourcée dans des fermes qui utilisent des alternatives au mulesing. Alors, ça c'est intéressant. Le mulesing, qu'est-ce que c'est? C'est à bien avoir en tête, puisqu'en fait ça va finalement concerner la majorité de la laine qu'on va retrouver, et surtout la laine qui va provenir d'Asie et notamment d'Australie. C'est que pour produire la laine, c'est des gros troupeaux, faut vraiment imaginer des gros troupeaux de moutons. Quand on est sur des gros volumes comme ça, donc là j'utilise le mot volume, même si je sais très bien que je suis en train de parler d'êtres vivants, de moutons en l'occurrence, mais c'est pour utiliser le vocabulaire de ces grands producteurs de laine. Quand on est sur d'aussi gros volumes, on peut pas s'occuper de tous les moutons individuellement, faire attention à leur bien-être, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur couper la queue, souvent à vif et sans anesthésie, puisqu'en fait la queue des moutons, elle peut être la source de pas mal de parasites, de pas mal de maladies, donc en fait, en prévention, pof, on leur entaille la queue, enfin on leur coupe la queue, et comme ça on s'évite pas mal de problèmes ensuite de parasites, maladies, etc. J'ai vu qu'il y avait, quand on clique dans nos collections, un truc qui s'appelle un vestiaire responsable. C'est la première fois que nous croisons ce mot-là depuis le début de la vidéo décryptage Uniqlo. Donc je suis bien contente. On va voir ce qu'ils mettent là-dedans. Commençons par le jean droit taille haute. Tac tac. 100% coton. D'accord, c'est tout. C'est du 100% coton. C'est pas du coton qui est labellisé ou quoi. C'est juste du 100% coton. Bon, déjà, voilà. Il n'y a rien de responsable là-dedans, hein, vous commencez à le savoir. Je vois d'ailleurs que dans cette collection, il y a 47 produits. 47, c'est pas énorme compte tenu du nombre de vêtements total. Est-ce que je peux y avoir accès? Déjà voilà, si je ne clique que sur la catégorie manteau, j'ai 59 produits. Donc voilà, le vestiaire responsable est quand même assez limité. Bon, il a le mérite d'être là. Après voilà, il y a moins de vêtements considérés comme responsables que de manteaux. Allez, je vais cliquer sur la parka empochable. Ah si, ça veut dire qu'elle se met en poche. 52% polyester, fibres recyclées, et 48% polyester. Bon, c'est pas mal de commencer à introduire des fibres recyclées. Après, à 50%, c'est pas non plus énorme. La doudoune ultra légère, 100% polyamide, rembourrage 90% duvet, 10% plume, envers 100% polyamide. Qu'est-ce que c'est que ça?
Il n'y a pas précisé que c'est du polyamide recyclé. Il n'y a pas non plus précisé que c'est du duvet recyclé. Dans les détails, c'est pas précisé non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a rien d'éco-responsable, ça. Le pantalon fuselé en lin et coton. Oula, là on arrive carrément avec une nouvelle fiche produit. Éco-responsable, faible irrigation et piège à carbone, la culture du lin est naturellement éco-responsable. J'avais fait toute une vidéo sur la culture du lin en France pour vous expliquer un petit peu comment ça se faisait parce que j'avais pu visiter quasiment 100% de la chaîne de production et notamment quand il est local et donc il pousse en France. C'est vraiment une fibre reine quoi, il y a pas plus propre en fait finalement. Encore une fois on fait tout un laïus sur le fait que le lin c'est top, le lin c'est comme ci, le lin c'est comme ça, sauf qu'en fait c'est mélangé à 50% avec du coton qui en plus n'est pas bio. Ah ben en voilà une, tiens. Chemise 100% lin. Cette chemise 100% lin premium a été confectionnée à partir de fibres végétales cultivées en Europe, naturellement éco-responsables. Bon bah c'est déjà pas mal de savoir que ça vient d'Europe. Après, elle pourrait être certifiée Masters of Linen, cette fibre de lin. Ça voudrait dire que l'ensemble des étapes de la fabrication du tissu a été faite en Europe et dans de bonnes conditions. Ça aussi, ça aurait pu être chouette, parce que là encore une fois, je vais vous expliquer comment ça peut se passer. Je ne dis pas que ça se passe comme ça, je vous dis que ça peut se passer comme ça. On récupère le lin, on l'achète en ballot, donc en France ou aux Pays-Bas, enfin voilà, sur cette petite chaîne costale du Nord, là où pousse le lin. On envoie direct les ballots en Asie pour filer, tisser. Et ça, c'est bien dommage parce qu'en fait, on a tout le savoir-faire en Europe. Et c'est pour ça qu'il y a le label Masters of Linen qui existe. Ça veut dire que tout se passe en Europe. Ça aurait pu être le cas pour cette chemise. A priori, ce n'est pas le cas parce que, franchement, quand t'as un lin d'une telle qualité, tu le précises. Bon, ok, donc franchement, pas terrible du côté vestiaire responsable. Et donc, voilà, hein, c'est censé être quand même la crème de la crème qu'on met là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le site de Uniqlo qui nous permet de tirer des conclusions sur le volet social? Alors nos trois axes, ils ont bien du coup identifié People, Planet et Society. J'ai cliqué sur People puisque avant tout c'est ça moi qui m'intéresse, puisque jusqu'à présent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais aucune des fiches produits n'était transparente sur le pays de fabrication. Et là je parle encore une fois du pays de fabrication, ça veut dire de l'atelier de confection, de là où on est passé du tissu aux vêtements. Mais encore une fois, faut jamais oublier qu'avant l'atelier de confection, il y a plein d'étapes. Il y a plein d'étapes qui se passent avant. Donc là, il y a un petit laïus sur les recrutements. Le fait que ils essayent de recruter de tous les milieux, à la fois sociaux, religieux, toutes les nationalités, toutes les orientations sexuelles, les âges, etc., etc. Donc voilà ce qu'ils disent sur les people. Donc c'est avant tout finalement sur les gens qui vont travailler chez Uniqlo, donc dans les pays déjà développés quoi, qui vont travailler dans les bureaux, qui vont travailler dans les magasins, mais là on parle pas de la chaîne de production. Bon, je m'attendais pas à ça. Planète, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous expliquent que Uniqlo est membre de la BCI. La BCI, c'est la Better Cotton Initiative. On en parle très régulièrement parce qu'il y a beaucoup de marques de fast fashion qui sont membres de cette organisation. C'est une organisation qui est fondée par des marques de fast fashion elles-mêmes et qui a pour but d'essayer de réglementer un petit peu, d'encadrer en tout cas un petit peu mieux les conditions de travail des travailleurs du coton, donc des personnes en fait qui vont travailler dans les champs. Ce coton, il peut être OGM, on peut utiliser pesticides, insecticides. Ce coton, il n'est pas bio. On essaye de ces entreprises-là essayent de réglementer un petit peu ce qui se passe dans les champs de coton. Certainement que ça a un impact positif à un moment donné, mais c'est pas du tout du coton bio. Or, bien souvent, il est présenté comme tel. C'est-à-dire que, on l'a déjà analysé d'ailleurs, il me semble que c'était Ocean Zapart qui disait tout fièrement que c'était du coton bio en expliquant que c'était du coton BCI. Non, il n'y a absolument rien de l'agriculture biologique dans le coton BCI. Mais franchement, il y a très peu de choses, hein. Il y a très peu de choses. Là, j'ai un petit paragraphe à tout casser. C'est très faible en termes de niveau d'information donné, et moi ce qui me choque le plus c'est presque que j'ai cliqué sur People et il parlait que des collaborateurs et tous les gens là qui travaillent à faire votre valeur ajoutée finalement, c'est-à-dire ce que vous vendez, le cœur de votre métier, le vêtement, on en parle ou on n'en parle pas?
C'est un peu choquant. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si aujourd'hui une marque pouvait se dédouaner totalement, faire l'autruche et mettre le sujet sous le tapis sans en parler du tout. Enfin, parce que ce qu'il faut préciser quand même, c'est qu'en 2015, ils se sont fait épingler par SACOM, qui est une ONG hongkongaise qui a mené un petit peu sa petite enquête sur les conditions de travail des usines chinoises d'Uniqlo, et il en ressort, je cite, des températures extrêmement élevées, des eaux usées inondant le sol, des installations dangereuses, une aération défectueuse avec un air ambiant chargé de poussière de coton, des odeurs irritantes et de hauts risques de voir se produire des problèmes électriques. Ça a fait un gros scandale qui a été reconduit l'année d'après par la même ONG pour dénoncer que finalement rien n'avait été fait. Donc Uniqlo, d'un point de vue social, en plus ils ont des choses à dire, ils auraient des choses à prouver. Et en plus de ça, en 2018, ils ont trempé dans une affaire où une usine indonésienne leur reprochait de leur devoir 5 millions de dollars, donc d'être partis finalement sans payer. L'année d'après, il y a une boutique Uniqlo qui a ouvert à Milan et on voyait des protestations encore pour cette même affaire, avec des panneaux Pay Up Uniqlo, parce que à un moment donné, il faut payer ses fournisseurs, quoi, les gars. Donc bon, Uniqlo et sa chaîne de production, c'est pas joli, ils auraient des trucs à nous dire, quoi. Mais bienvenue dans le monde où les entreprises textiles ont tous les pouvoirs. Je suis allée du coup sur le site de Fast Retailing pour voir s'ils en disent un peu plus, parce que je vous avoue que vraiment ce silence total fait froid dans le dos. Et je vois que, bon alors déjà le site de Fast Retailing c'est un vieux truc, il faudrait peut-être que des ingénieurs informatiques se penchent sur des développeurs web se penchent sur le sujet, parce que on a affaire à un vieux site. Je vois qu'il y a un onglet Sustainability, donc je vous ai attendu pour cliquer dessus. Respect human rights in our supply chain. En effet, il serait temps d'en parler. Je vois qu'il y a Production Partners List. Donc là voilà qui est très intéressant. Ils expliquent que depuis 2017, ils donnent la liste des principales usines textiles avec lesquelles ils travaillent. Et ils expliquent qu'ils sont en train de faire le mapping et la traçabilité de leur chaîne de production. Voilà qui est intéressant. C'est quand même un petit peu de poids qui s'enlève de nos épaules, de savoir que, bon peut-être pas Uniqlo, mais en tout cas le groupe Fast Retailing cherche à trouver un petit peu plus de traçabilité et de transparence. Donc il y a deux listes, il y a la liste des usines de production et la liste des fabricants de tissus. Donc à quoi ça ressemble? On a le pays, donc déjà ça commence par le Bangladesh, je suppose que c'est par ordre alphabétique. On a le nom de l'usine, son adresse, le nombre de travailleurs, le nombre de femmes qui travaillent dans l'entreprise, et parent company name, ça doit être un petit peu la holding qui détient l'entreprise. Donc ça, c'est précieux, puisque, encore une fois, moi vous le savez, quand on était pendant notre tour du monde sans avion, j'ai voulu aller visiter des usines de marque, et elles refusaient de me donner l'adresse de leurs usines. Or là, c'est écrit noir sur blanc, en fait, si j'étais au Bangladesh, je pourrais très bien me rendre au 128, à Mayetpur, à Dhaka, et m'y rendre, et pouvoir prendre des photos, et voir un petit peu à quoi ça ressemble, pourquoi pas essayer de parler avec des personnes qui sortent de l'usine à la fin de la journée. Bref, ça m'est tout à fait possible si j'ai envie de le faire. Et du coup, moi, ce genre de choses, ça ne fait que renforcer l'idée qu'on a essayé vraiment de m'embobiner à l'époque. Donc voilà, beaucoup de Bangladesh, du Cambodge, beaucoup de Chine, ça n'en finit pas. Ah, il y a un petit peu de Japon, il y a un petit peu d'Italie, un petit peu d'Indonésie, mais il y a un petit peu de Japon aussi, donc ça c'est intéressant, c'est peut-être des ateliers qu'ils ont conservés depuis le début, enfin c'est chouette qu'ils conservent encore quand même des ateliers au Japon. Donc un peu partout dans le monde finalement, mais avant tout en Asie du Sud-Est, un peu comme tout le monde quoi. Et toujours à garder en tête, cette histoire des sous-traitants, vous savez, là c'est la liste qu'on énonce, ça veut pas dire que tout est fabriqué chez ces fournisseurs-là. Alors là ils expliquent qu'ils ont un code de conduite qu'ils font signer à leurs fournisseurs. Et que ce code de conduite, les fournisseurs qui le signent, ils s'engagent aussi en le signant à l'imposer à leurs sous-traitants. Et donc en gros, ce code de conduite, il permet un petit peu de déléguer la responsabilité en dessous à leurs fournisseurs en disant vous l'avez signé, ça veut dire que vous vous engagez à ce que les fournisseurs avec lesquels vous travaillez vous-même, ils respectent aussi ce code de conduite. Nous, en fait, on n'y est pour rien si vous allez travailler dans des caves obscures, mal aérées, etc. Mais comme on en a parlé tout à l'heure, c'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment que l'entreprise, elle peut pas se dédouaner de sa responsabilité. Il y a aussi un onglet qui est intéressant et qui a l'air de parler un peu des audits, de comment
comment est-ce qu'ils évaluent la compliance finalement de leurs fournisseurs avec ce fameux code de conduite. Et donc ils expliquent qu'ils font eux-mêmes les audits annoncés et non annoncés chez leurs fournisseurs pour voir un petit peu comment ça se passe, quelles sont les conditions de travail réellement effectives. C'est bien, même ça devrait être obligatoire, je pense, sauf que pour moi c'est pas assez. Il faudrait aussi coupler ça à des organismes d'audit indépendants qui vont venir donner leur avis à eux sur ce qu'ils observent. Ils nous mettent en fait les résultats de leurs audits. Alors certes, encore une fois, on peut revenir sur la façon dont ils auditent eux-mêmes les fournisseurs, mais ils fournissent de manière très transparente les données, et on voit bien qu'ils affichent pas que les bons élèves. Puisque, donc on voit en plus l'évolution sur les 3 dernières années. On voit notamment que, le grade E, il y en a pas. Le grade E, c'est travail des enfants, travaux forcés, violation des droits humains, etc. On est sur quelque chose effectivement d'assez grave, même si, encore une fois, s'ils sont éclaboussés par le scandale ouïghour, il y aurait des fournisseurs E. Mais il y a tous les ans des fournisseurs D, c'est quand même violation majeure des droits humains, pas d'issue de secours, des préoccupations au niveau de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs, au niveau des salaires, parfois il y a des erreurs de calcul, des choses qui sont pas très correctes. Donc voilà, ils affichent quand même sans détour qu'ils travaillent avec des fournisseurs qui font pas encore les choses de manière optimale, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est-ce pas? Et donc la majorité de leurs fournisseurs se situe entre B et C. Et B, il y a peu de risques qu'il y ait des violations des droits humains. Et C, c'est possible qu'il y ait quelques violations des droits humains, et il y a quelques préoccupations au niveau de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs. Super intéressant aussi. Ils expliquent que ces violations qu'ils ont répertoriées, c'est par rapport à leur code de conduite. On y revient. Et donc en fait ils ont concaténé un petit peu tous les risques de tous leurs fournisseurs, et ils en ont fait un graphique pour nous montrer où étaient les principaux risques. Et donc les principaux risques, ils se trouvent surtout sur la sécurité du lieu de travail. On pense direct au Rana Plaza qui s'est effondré en 2013 au Bangladesh. Les travailleurs étaient vraiment dans un building qui menaçait de s'effondrer depuis déjà plusieurs années, qui avait fait déjà l'objet de plusieurs avertissements, etc. Et donc là voilà, c'est ce qu'ils repèrent en majorité. Ensuite il y a le volume d'heures, puis les salaires, puis les méthodes de management, et puis les équipements et les machines, enfin la sécurité autour de tout ça. Viennent ensuite d'autres petits risques qui viennent s'ajouter, le maniement de produits chimiques, la protection de l'environnement, les discriminations, le harcèlement, etc. Après, c'est aussi des choses qu'on peut retrouver dans des entreprises françaises, malheureusement. Alors, pour résumer tout ça, pas top, écoutez. Il y a effectivement cette ligne directrice qui est peut-être la ligne du départ d'Uniqlo, qui est de faire des vêtements qui ne s'inscrivent pas dans une tendance et qui vont être en ça, des vêtements qu'on va garder longtemps. Le problème c'est que c'est assorti à côté d'un marketing qui est quand même assez agressif, avec beaucoup de soldes et un marketing qui va essayer quand même de faire acheter, de pousser à la consommation. Donc ça c'est un petit peu l'ambivalence de base du discours. Ensuite, d'un point de vue de ce qui est vraiment fait d'un point de vue environnemental, c'est franchement pas terrible. Ils ont ce vestiaire responsable, mais à l'intérieur on s'aperçoit qu'il n'y a aucun label. Zéro. Pas vraiment d'effort fait sur les matériaux utilisés, franchement on en a vu quelques-uns, c'est vrai, le lin, le tencel par exemple, mais souvent mélangés, donc pas d'effort sur les matières utilisées, zéro transparence sur les fiches produits de où c'est fabriqué, et de manière générale, même pas que sur les fiches produits, sur l'entièreté du site internet, il n'y a absolument rien sur les conditions de travail des ouvriers des chaînes de production, rien de rien, on ne sait rien, on ne sait pas où c'est fait. Il faut aller sur le site du groupe, donc Fast Retailing, pour avoir la liste des fournisseurs. Ça par contre en revanche c'est super bien, et encore mieux les résultats des audits qui sont faits par l'entreprise pour se faire un petit peu une idée de comment ça se passe dans les usines de production. Encore une fois, c'est un petit peu biaisé parce que ces données, ce code de conduite, ces audits, ils sont faits par l'entreprise eux-mêmes, donc forcément qu'ils essayent de donner une image un peu plus dorée qu'elle n'est en réalité. Ça c'est le biais, et du coup il est suffisamment gros pour qu'on puisse se douter que ce n'est pas l'exacte réalité, mais cela dit, voilà, il y a quand même une vraie volonté de transparence, et une vraie volonté de transmettre qu'ils ne sont pas parfaits, mais qu'ils essayent, qu'ils sont sur le chemin, et qu'ils mettent en place des choses. Donc non, Uniqlo ce n'est certainement pas une marque ni éthique ni responsable. En revanche, nous on peut avoir un comportement d'achat qui est éthique et responsable en consommant chez Uniqlo, en consommant par exemple, je sais pas, une pièce
chez eux, qui va nous servir dans notre vie de tous les jours, qu'on va garder longtemps, qu'on va aimer longtemps, etc., etc. C'est toujours à bien garder en tête. On peut nous consommer de manière éthique et raisonnée chez une marque de fast fashion qui n'est pas du tout transparente. En fait, ça ne tient qu'à nous finalement. Et je peux vous dire que si tous les consommateurs d'Uniqlo consommaient uniquement de manière éthique et raisonnée, bah, ils feraient pas autant de volume de production. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle marque vous voudriez que j'analyse, que je décrypte la prochaine fois. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et si vous voulez voir de nouveaux décryptages. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.